Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, tout va bien? Génial. Eh ben, on me dit qu'il est 10h40, qu'il va être temps de parler de notre sujet du jour. En tout cas, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous tient très à cœur chez PlayPlay. Je suis très en forme, même si je me serais bien couché un petit peu plus tôt hier, mais vous doutez peut-être de pourquoi je me suis couché un peu tard, mais rassurez-vous, je suis malgré tout en pleine forme pour vous parler marketing post-IA, l'authenticité comme super pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là? On voulait prendre un petit peu le contre-pied chez PlayPlay, puisque on le sait, il y a énormément de sujets en ce moment qui parlent de comment utiliser l'IA pour mieux créer du contenu. Ça, je pense qu'on le sait. Il y a des tonnes de choses et c'est très bien. Et nous aussi, on le fait. Mais on voulait prendre un petit peu le contre-pied en parlant de marketing post-IA. Parce que oui, l'intelligence artificielle change aussi beaucoup les choses, la manière dont le contenu est perçu. Et on voulait parler authenticité, voir comment dans le contenu, et le contenu vidéo en particulier, l'authenticité est un super pouvoir pour continuer à se distinguer des autres. Je me présente très rapidement, moi je m'appelle Olivier, je suis directeur marketing chez PlayPlay, et pour ceux qui ne connaissent pas PlayPlay, c'est une plateforme de création visuelle conçue pour les entreprises, et très concrètement ça permet à n'importe quelle équipe de créer des vidéos et des visuels sans effort, de manière très fluide, très simplifiée, tout en respectant votre marque, ce qui est un enjeu forcément très important pour vous, j'imagine, aujourd'hui. Et évidemment, n'hésitez pas à venir nous voir après. Vous nous avez peut-être déjà vu au stand 22. N'hésitez pas à venir nous passer, nous dire un petit bonjour. J'aimerais commencer ce sujet de l'authenticité par un constat qui est aussi le constat d'un paradoxe. Et ce paradoxe, je pense qu'il va vous parler, mais on voulait prendre le temps de mettre des mots dessus. Ce paradoxe, c'est que d'un côté, la création de contenu est, si on devait dessiner la courbe, en tout cas de cette création de contenu avec l'intelligence artificielle, on est clairement sur une courbe exponentielle. Je pense que vous pouvez le voir, en tant que créateur de contenu, ça n'a jamais été aussi commun, aussi facile de créer du contenu. Et on le voit en tout cas sur les espaces de consommation de contenu, on a une variété, une tonne de contenu qui nous arrive tous les jours au quotidien. Et pour autant, ce paradoxe est ici, c'est que les consommateurs sont de moins en moins engagés sur ce contenu. Alors, il y a clairement du bon sens, en tout cas, dans ce constat. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y en a tellement. On sait qu'il est forcément aussi construit par de l'intelligence artificielle. Il y a une forme de méfiance qui peut se créer. C'est de plus en plus difficile de faire du tri, de faire son choix, en tout cas, dans les contenus qu'on consomme. Et les consommateurs, vous êtes probablement des consommateurs de certaines marques. Et vous représentez probablement des marques qui créent du contenu. Et bien forcément, vous pouvez voir ce constat. Et moi, j'aimerais vous partager une petite anecdote personnelle, en tout cas vraiment du quotidien, qui moi, m'a frappé, même moi à titre personnel. Chez PlayPlay, on avait un collaborateur qui a annoncé son départ sur un message de départ classique qui remerciait tout le monde, donc un message très sympa. Et un autre collaborateur répond à ce message, et pour faire une petite blague, il répond par un poème. Voilà, il répond à un super poème écrit en alexandrin. Et moi, je lis les 2 premiers vers du poème. Le truc était assez long, donc pour le remercier, etc. Et je lis les 2 premiers vers du poème. Ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça très drôle. Et en fait, après, j'ai arrêté de le lire. Pourquoi? Parce que je me suis dit, non mais je le connais, mon collaborateur, je sais qu'il n'est pas Shakespeare a priori, il est peut-être très bon écrivain, mais je sais que c'est pas lui qui a écrit ça. Et en fait, je me suis désengagé et je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, mais c'est fou quoi. En fait, comme j'ai su que ce n'était pas lui qui avait été à l'origine, en tout cas, de ce contenu, c'était pas super authentique, je savais que ça lui correspondait pas forcément, et ben en fait je me suis désengagé du contenu. Alors c'est un petit exemple tout bête du quotidien, bonjour, que j'ai réalisé, en tout cas à ce moment-là. Mais si on extrapole en tout cas cet exemple, en tout cas à très grande échelle, on se rend compte en fait effectivement du désengagement qu'il peut y avoir sur beaucoup de nos contenus. On a identifié 2 raisons à ça. Et j'aimerais vous prendre le temps de vous les présenter. La première raison du fait que le contenu aujourd'hui, il engage moins, en tout cas que les consommateurs sont moins engagés, c'est qu'il y a clairement, et là ce sont des données très fraîches que je vais vous partager, toutes les sources sont ici et vous seront partagées, donc vous pourrez voir un peu les données les plus récentes à ce sujet. Il y a clairement un radar anti-IA qui est en train de se mettre en place. Alors, il touche aujourd'hui beaucoup plus les jeunes générations,
qui sont peut-être, qui ont plus grandi aussi, en tout cas qui sont nés dans cette révolution de l'intelligence artificielle, mais il faut clairement s'attendre à ce que ça s'étende à beaucoup plus de personnes, en tout cas dans la population. Je le redis, petit pas de côté, on est certainement qu'au balbutiement, vous le savez peut-être, en tout cas de l'intelligence artificielle, des capacités de l'IA, donc forcément toute l'évolution des comportements humains qui vont être associés à ça vont continuer à, en tout cas, évoluer très fortement aussi. Et en fait, en tout cas, ce que Forbes nous dit, c'est qu'aujourd'hui, 50% de la Gen Z bloque ou se désabonne des comptes qui publient du vidéo slop. Donc le slop, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, parfois on l'entend souvent par le AI slop. La traduction en français est un peu moche, c'est traduit en bouillie créative. C'est pas très beau, désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en tout cas c'est pour déterminer l'ensemble de ces contenus produits à très très grande échelle, qui se ressemblent, qui sont tous un peu pareils. On a l'impression de voir toujours la même chose, peut-être sur des thématiques différentes. Le clipping, pour ceux qui connaissent un peu la technique du clipping dans le contenu, c'est un exemple probant. Je pense que dans tous vos réseaux sociaux, vous voyez du clipping tous les jours, et tous les jours, vous scropez du clipping. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% de la Gen Z bloque de manière naturelle des comptes qui vont publier du vidéo slop. Le contenu vidéo étant particulièrement affecté par le slop, ça concerne beaucoup en tout cas ce format de contenu. Et la deuxième raison, qui n'est pas directement liée à l'intelligence artificielle, mais en tout cas du fait en tout cas de la courbe exponentielle de la création de contenu, c'est que l'attention est de plus en plus fragmentée. C'est pas nouveau, je ne sais pas si les plus vieux s'en souviennent, je me mets presque maintenant dans les plus vieux, ça fait mal à dire mais c'est vrai. À l'époque, on parlait un peu des débuts du multitasking. C'était pour l'engagement sur la pub TV. On disait les gens s'engagent moins sur la pub TV parce qu'ils sont sur leur téléphone. C'est un peu les débuts de ce terme, le multitasking. Mais ce terme est toujours valable. Aujourd'hui, on sait que l'attention est de plus en plus fragmentée du fait du multitasking. Et ça touche vraiment toutes les générations. Mais c'est aussi le cas parce que avez-vous déjà vu un scroll de contenu se finir? Avez-vous déjà vu une fin à la diffusion de contenu sur un espace de création de contenu, que ce soit un média ou un réseau social? Eh bien non, en fait il n'y a jamais de fin. En tout cas nos comportements se sont complètement habitués à consommer du contenu sans fin et sans fin, jusqu'en fait du coup on le consomme un peu de manière automatique, et donc clairement notre attention est de plus en plus fragmentée du fait de cette évolution comportementale. Et un chiffre qui est assez probant, donc là ça nous vient de The Drum, c'est que 85% aujourd'hui des annonces, en tout cas des publicités en ligne, retiennent l'attention moins de 2,5 secondes. Et ce chiffre, c'est une statistique qui est un peu phare, un peu choc. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'elle a évolué. Pendant très longtemps, c'était 3 secondes. C'était statistiquement en tout cas analysé. Et aujourd'hui, c'est 2,5 secondes. Ça peut sembler peu, c'est comme quand on parle de réchauffement climatique, on prend 0,5 degrés, ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait à l'échelle de ce que ça représente et à l'échelle statistique, c'est en fait assez énorme, et ça montre très clairement que ce phénomène, en tout cas, il est en train de s'accentuer. Voici du coup les deux raisons pour lesquelles les consommateurs s'engageront avec le contenu, et en plus, pour simplifier la chose ou pour la rendre encore plus fun, bien sûr, tout ça agit au milieu d'une révolution dont nous sommes tous témoins, la révolution du search. La révolution du search, donc l'apparition des LLM, de la transformation complète de la manière dont les personnes cherchent du contenu et vont aller le consommer. Et je parle ici de cette ère du zero-click content. Voilà, fini, en tout cas pas encore, mais bientôt probablement, un mode où on clique sur un petit lien, on a fait une recherche très rapide et puis on a accédé du contenu et puis on le lit sur un espace de marque. Eh bien non, maintenant on va consommer du contenu, on va le chercher, on va le consommer, mais on ne va plus se rendre sur un espace de marque, sur un espace du coup, sur un site, pour parler plus simplement. Et il faut le voir avec notamment le Google AI Mode, qui n'est pas encore en France présent, mais qui devrait arriver peut-être dans quelques années si la réglementation le veut bien. Mais aujourd'hui, sur le Google AI Mode, c'est 95% des recherches qui ne mènent pas un clic. Donc c'est dire à quel point, en tout cas, ce phénomène est radical. Et donc forcément, ça change aussi complètement la manière en fait dont on consomme du contenu. On cherche des choses. On a aussi beaucoup de contenu qui nous est propulsé, du contenu qui vient de sources très différentes, puisque les LLM, vous le savez peut-être, ont la capacité d'aller chercher du contenu de plein de sources différentes, que ce soit de la vidéo, du texte, de l'image. Ça va aller chercher ça sur les plateformes sociales. C'est assez vertigineux, et donc forcément, ça transforme aussi la manière dont ce contenu, en tout cas, il est consommé. Je
je pense que vous avez compris mon propos. Le feed est saturé. Si on devait résumer, en tout cas, si on devait faire une première conclusion dans en tout cas dans cette thématique de la matinée, alors quand on dit le feed, c'est nos feeds, hein, nos espaces de consommation de contenu sont complètement saturés. Mais c'est pour ça qu'on arrive à notre sujet du jour. Il y a quelque chose qui peut peut-être nous sauver. Nous ne sommes pas terminés en tant que créateurs de contenu, rassurez-vous. L'authenticité. On va parler de l'authenticité pour se démarquer. Alors c'est vrai que c'est du fait de la courbe exponentielle de la création de contenu. Je pense que c'est une thématique qui vous est peut-être pas, en tout cas qui n'est pas nouvelle pour vous. Je pense qu'on en parle beaucoup. Maintenant, nous, ce qu'on a envie de faire ce matin, c'est vraiment de rentrer dans le détail de la définition de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que de créer concrètement un contenu authentique, et tout simplement partage aussi quelques tips pour que peut-être en sortant de cette pièce, vous en tant que créateur de contenu ou faites partie d'une équipe qui crée du contenu, en tout cas vous pouviez tout de suite peut-être changer des choses. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une petite question, je vais vous faire participer, rassurez-vous, ce ne sera pas trop compliqué. Pensez-vous que vous, en tant que créateur de contenu, si vous en créez vous-même ou que votre équipe ou que votre entreprise crée du contenu authentique, ceux qui le pensent peuvent lever la main. Est-ce que vous pensez ou pas que vous créez du contenu authentique? Levez bien haut la main, qu'on puisse vous voir. Ok. Je pense qu'on est sur une moitié à peu près. Je ne vais pas vous mentir, ça ne m'arrange pas. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de personnes qui lèvent la main. Est-ce que vous pouvez le refaire? Non, je rigole. Non, pourquoi je vous ai posé la question? Eh bien parce que vous allez voir qu'il y a un léger décalage de perception entre le caractère authentique du contenu, du point de vue de la marque et du point de vue des consommateurs. Donc là, c'est Outsuite qui a fait une analyse sur le sujet, à laquelle vous pourrez accéder. Alors, il faudra accéder via un formulaire. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais si vous voulez l'avoir, vous pourriez accéder via un formulaire. Mais 92% des marques interrogées pensent que leur contenu est authentique, en tout cas dans cette analyse qui a été faite. Donc intéressant, a priori les marques sont plutôt sereines et confiantes sur le fait qu'elles créent du contenu authentique. Le petit problème, c'est que de l'autre côté, il n'y a que 52% des consommateurs qui partagent ce constat. En tout cas, 52% des consommateurs interviewés qui pensent que le contenu, en tout cas qu'ils consomment de la part des marques, est authentique. Donc vous voyez bien, je pense que c'est assez visible sur la slide, qu'il y a un léger décalage de perception. Or, ce décalage est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Et parce qu'en fait, l'authenticité est de plus en plus considérée comme un facteur décisif par les consommateurs lors du choix d'une marque, donc soit de préférence de marque ou soit d'un achat. Donc là, c'est 86% des consommateurs, selon la source en tout cas qu'on vous cite, qui considèrent l'authenticité comme ce fameux facteur décisif. Donc forcément, quand on voit qu'il y a un décalage entre la perception des marques et des consommateurs, ça montre qu'il y a aussi une opportunité. Il y a peut-être parmi vous, en tout cas, des marques ou des créateurs de contenu qui peuvent créer du contenu peut-être encore plus authentique qu'ils ne le pensent, en tout cas pour que ça soit perçu tel quel par les consommateurs, et du coup peut-être avoir plus d'impact auprès de vos clients, par exemple, ou de vos utilisateurs finaux. Mais alors, la grande question, qu'est-ce que c'est que du contenu authentique? Et pour répondre à ça, je vais partir en tout cas sur les 4 composantes de l'authenticité. Les 4 composantes de l'authenticité, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'empathie, la transparence, la sincérité et la constance. Ça, ce sont les 4 composantes de l'authenticité. Et donc, si on reprend ces 4 composantes, on va voir comment est-ce qu'on peut les appliquer au contenu. Qu'est-ce qu'un contenu empathique? Et bien, selon nous, en tout cas, c'est notre point de vue de PlayPlay, fort de notre expertise en création de contenu vidéo et visuel, et bien, c'est un contenu qui parle au client. Voilà. Un contenu qui parle au client, c'est un contenu qui ne va pas nécessairement vendre son produit directement, mais qui va parler des challenges de sa cible. Je vais donner un exemple très concret. Imaginons que vous êtes une banque, vous avez une cible plutôt jeune, et vous avez envie de faire la promotion, je sais pas, d'un nouveau taux d'intérêt, d'un taux d'intérêt imbattable sur un emprunt, par exemple pour les étudiants. Il y a l'école numéro 1 qui est celle de vendre son produit, taux d'intérêt imbattable, venez chez nous, c'est génial. Et puis il y a l'école numéro 2 qui est de faire une petite série de vidéos sur les tips pour épargner quand on est un étudiant et qu'on a un petit job à côté. Alors l'école numéro 2 n'empêche pas ensuite de faire la promotion de son produit, mais vous voyez que l'approche est radicalement différente. Évidemment, cette série de vidéos, vous allez la faire avec une personne qui va incarner ce que vous êtes en train de dire. Vous allez peut-être aller chercher, si vous êtes une banque, vous allez aller chercher un spécialiste en gestion de patrimoine, vous allez chercher un spécialiste en épargne, quelqu'un qui connaît les produits financiers, qui va se présenter tel quel. Vous allez mettre de l'authenticité, vous allez mettre de l'empathie, en tout cas, vous allez vous mettre à la place des problèmes de vos utilisateurs finaux. Et là, vous voyez que la logique, elle est très différente.
Et d'un point de vue consommateur, l'engagement sera à coup sûr réellement différent. Ensuite, j'ai parlé de transparence. La transparence, qu'est-ce qu'un contenu transparent? C'est un contenu qui est immersif. Montrer la face cachée de son business et des humains qui le composent. Ça, c'est quelque chose, on le sait, et même nous, on le vit en tant que PlayPlay, qu'on a encore un petit peu de mal à faire. On se dit que non, mais moi, je vais pas le faire quand même. Moi, je suis pas ma boîte, quoi, pas moi, ou alors mes boss, ils vont pas être d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je filme mes bureaux, mes collaborateurs qui racontent des choses, etc. Et pourquoi pas, en fait? Pourquoi se fixer des limites? Qu'est-ce qui nous empêche, en rentrant dans nos bureaux, de regarder, je sais pas, de raconter un peu les coulisses de quelque chose qu'on a fait? C'est authentique, en fait. Ça montre vos succès, vos échecs. Ça montre en tout cas la face cachée de votre entreprise. Et ça, c'est un contenu transparent. Et ça, c'est un contenu immersif. Et ça ne vous empêchera pas de faire parler de votre marque et de faire parler de vos produits, de vos services, etc. Ensuite, j'ai parlé de sincérité. Un contenu sincère, ça peut aussi être un contenu qui est spontané. Alors, c'est vrai que nous sommes tous, et vous êtes tous, j'imagine, des professionnels aguerris, très scrupuleux, en tout cas qui vont aller faire peut-être du contenu de haute qualité, et c'est tout à fait normal, c'est notre métier. Mais on peut aussi prendre son téléphone, faire une captation simple avec téléphone, avec un script minime. Les médias le font très bien. Les médias le font extrêmement bien pour ceux qui suivent la Coupe du Monde. Les médias sportifs le font très bien. C'est souvent maintenant des journalistes qui prennent leur téléphone et qui vont créer un contenu très rapide. Franchement, on ne sait même pas s'il est scripté, on ne sait même pas s'il est vraiment monté. Je pense qu'il est monté en 5 minutes sur leur téléphone. Donc je pense que le temps entre la réflexion du contenu et la publication, il y a probablement un quart d'heure, 20 minutes max. Et ben ça, en fait, c'est ce qu'on appelle not polished en anglais. Ça, c'est un contenu qui est sincère. Et ça plaît aux gens. Et puis enfin, je parlais de constance. Et là, on parle de contenu constant et reconnaissable. Alors, on est moins dans le fond plutôt que dans la distribution. C'est presque un rappel de bonne pratique, mais forcément, le fait d'effectuer ces actions, en tout cas de manière régulière, garder un branding reconnaissable. On parlait d'attention fragmentée, du fait que on consomme de moins en moins de temps un contenu. Ça veut dire qu'il faut être régulier pour pouvoir capter plus notre audience et évidemment reconnaissable pour être sûr que chaque contenu soit reconnu en tant que tel pour votre marque. Donc voilà, super simple finalement, franchement, simplissime, faire du contenu authentique. Mais bien évidemment, je plaisante, c'est très très simple de l'écrire comme ça sur une slide. Mais nous aussi, on le vit au quotidien chez PlayPlay. C'est pas toujours facile de le faire, ça demande une certaine rigueur, mais en tout cas, c'est notre point de vue, notre opinion, c'est une recommandation qu'on devrait potentiellement tous se diriger vers ça dans cette ère post-IA pour continuer à se démarquer. Quelques tips pour réussir. On va pas vous laisser partir, ce sont des choses vraiment plus concrètes. Alors, il y en a probablement plein d'autres qu'on pourrait imaginer. On pourrait certainement parler des heures, en tout cas, de ce sujet. On voulait juste vous donner quelques tips activables, plutôt simples et plutôt accessibles. En tout cas, malheureusement, ils vont pas être accessibles, puisque ça ne marche pas. Attendez, bougez pas. Ah, c'est les images qui sont pas passées. C'est ça qui a fait, c'est le bug dans la matrice. Vous aurez certainement les images qui fonctionnent quand on vous enverra tout ça, en tout cas après la session. Pensez comme un créateur de contenu. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça? Parce que pour nous, les créateurs de contenu, c'est les personnes qui le font le mieux en fait du contenu authentique. Je pense qu'on connaît tous le succès des créateurs de contenu, alors que ce soit les plus connus, les plus importants, mais aussi ceux qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui créent quand même du contenu de grande qualité. Pensez comme un créateur de contenu, ça fera forcément du contenu authentique. Donc l'humain est au centre, donc là vous ne le voyez pas. Malheureusement, mais ils ont mis 2 exemples super parlants, en tout cas, de Crédit Agricole et de Carrefour, donc 2 grosses boîtes, 2 industries sérieuses et qui pourtant le font, donc comme quoi il n'y a pas de limite. L'humain est au centre, donc toujours incarné avec des personnes, du contenu dynamique. Donc là, on est presque plus sur de l'editing, mais sur du changement de caméra, c'est du scripting hyper important dans les 2-3 premières secondes de votre contenu vidéo notamment. Apporter de la valeur. Un contenu aujourd'hui qui n'apporte pas de valeur, qui est consommé et où à la fin on se dit ok, j'ai peut-être perdu mon temps, c'est rédhibitoire, encore plus en tout cas dans cette ère post-IA. Et enfin, garder un œil sur les trends. Parce que les trends, même si certaines sont plus ou moins légères, sérieuses, ça reste authentique en fait. Une boîte qui va surfer sur une tendance en particulier, ça sera toujours une boîte qui sera authentique. Donc on pense que nous, il ne faut pas avoir peur de surfer en tout cas sur ces tendances. La deuxième non plus n'est pas très accessible, mais elle va l'être. Voilà, maintenant je sais comment faire.
travailler avec des nano-créateurs. Alors on l'a mise parce qu'on pense qu'elle est relativement accessible, je ne sais pas si certains d'entre vous le font déjà, mais les nano-créateurs de contenu, c'est les personnes qui sont par définition presque les plus authentiques, parce que c'est souvent des petites communautés, ils vont eux-mêmes se revendiquer, moi je suis pas une vitrine, moi je veux être proche en tout cas de ma communauté. Et donc on pense que travailler, en tout cas nous c'est ce qu'on s'attelle à faire aussi chez PlayPlay, on pense que travailler avec ces créateurs de contenu, ça permet en tout cas d'apporter de l'authenticité sur une marque, que ce soit sur des revues de produits, des sujets lifestyle, des astuces, des conseils, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la thématique, c'est vraiment quelque chose qui est super pertinent. Et puis enfin, le dernier tip qu'on pourrait vous donner, et encore, on essaye d'être synthétique, le temps est compté aujourd'hui, le temps est compté ce matin, mais c'est encourager les collaborateurs. Alors je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui nous empêche, encore une fois je le dis, de rentrer dans nos bureaux tout à l'heure et de regarder un peu autour de soi, ok, qui je peux interviewer, qui a quelque chose d'intéressant à dire. Et ben, je suis persuadé qu'en réfléchissant bien, on est capable de tous trouver quelque chose d'intéressant à dire. Nous, au marketing chez PlayPlay, juste derrière nous, on a l'équipe qui s'occupe des clients. Je peux vous dire que c'est pas très compliqué. On a ils s'occupent tous des plus grands comptes qu'on a chez PlayPlay, donc Crédit Agricole, SNCF, Orange, L'Oréal, etc. Nous, on peut juste aller les voir et leur dire, raconte-nous, je sais pas comment L'Oréal ils font pour créer, par exemple, pour internaliser leur création de contenu vidéo. Je pense qu'ils pourraient nous en parler pendant des heures. Donc en fait, on a juste à aller les voir, à réfléchir à quelque chose, et en fait, ça le fait tout de suite. Donc que ce soit des vlogs, des podcasts vidéo, du building public. Donc le building public, le fait de présenter, en tout cas de montrer en live, via du contenu, le lancement d'un produit, d'une campagne, quelque chose que vous faites en interne, ça cartonne. Ça montre vos réussites, vos succès, vos faiblesses. C'est incarné, c'est authentique. Ça marche tout simplement. Et puis enfin, on le met l'interview, le format interview facecam, qui est presque un must-have, je dirais aujourd'hui, tellement ce format est plébiscité à la fois sur les plateformes, et puis à quel point il est efficace et facile à faire. On parlait du fait de prendre son téléphone, de se filmer, ça peut me mettre en facecam vraiment selfie avec un pied. Enfin bref, on pourrait rentrer dans le détail bien plus que ça, mais vous en tout cas, vous imaginez un petit peu tout ce que ça représente. On va y arriver. Et tout ça, le dernier tip, alors qu'il n'en est pas vraiment, ou alors c'est le tips des tips, c'est en fait je voulais ici rebondir sur le fait que le search est en train de changer et que du coup il faut aussi construire son contenu toujours authentique et en plus il faut qu'il soit conçu pour le search. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme de plus en plus, et vous êtes certainement vous-même acteur de ce changement, comme de plus en plus on passe sa vie sur Gemini, on passe sa vie sur Claude ou sur sa plateforme préférée, cherche à peu près tout et n'importe quoi. Vous voyez très bien la diversité en tout cas des contenus qui viennent et vous voyez que les sources aussi sont hyper diverses. Et demain en tant que marque, on pense nous que c'est important de construire son contenu pour le search. Il ne sera pas disponible que pour le search, mais c'est le construire pour le search. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça réponde à des intentions, que ça réponde à des prompts, que ça réponde à des problèmes. On a parlé de l'exemple de la banque tout à l'heure qui ciblait les plus jeunes. On est exactement dans ce cas de figure-là. Il faut que ça soit aussi visuel, puisque de plus en plus les LLM vont aller afficher du contenu vidéo, visuel, donc forcément ça rentre dans les fameux taux de clic, si je rentre dans un sujet un petit peu plus technique, en tout cas c'est ça qui sera déterminant dans la visibilité de votre contenu. Et enfin une expertise thématique, ça c'est plus l'importance de l'expertise de marque qui sera mise en avant par les algorithmes des LLM. Plus vous êtes expert sur un sujet, plus forcément votre contenu sera mis en avant, parce que vous êtes une source de confiance. Voilà un petit peu, ça c'était un peu le tips du tips qui est un petit peu la surcouche qui doit un peu symboliser la manière dont on projette en tout cas la création de contenu à l'avenir. Et l'IA là-dedans, est-ce que nous on se dit qu'il faut du coup arrêter complètement killer l'IA dans les process? Bien sûr que non, rassurez-vous, c'est pas tout notre message, en tout cas c'est pas du tout notre point de vue. Et d'ailleurs chez PlayPlay on utilise probablement comme vous, beaucoup l'intelligence artificielle pour créer du contenu, mais on va essayer de le faire de manière adaptée et intelligente. Et comment est-ce que nous, on voit la chose? De manière très simple. Pour créer du contenu authentique, il faut avoir une direction, selon nous, créative qui reste humaine, tout simplement, parce que la réflexion sur... c'est pas une IA qui va aller voir les collaborateurs, qui va décider, ok, quel collaborateur je peux interviewer, qu'est-ce que je peux lui faire dire, quelle valeur on peut en tirer. Ça, on pense qu'il y a toujours une... En tout cas, ça restera aujourd'hui toujours valable, en tout cas d'être très impliqué, créativement parlant, en tout cas dans ce process de création de contenu. Par contre, c'est évident que l'IA est ici votre allié technique
essentiel pour la créativité et qui permettra notamment de créer du contenu à plus grande échelle. Ça peut être de manière très opérationnelle, hein, sur je sais pas, de l'editing, sur de la création visuelle, sur mettre du sous-titre, traduire, recyclage de contenu sur différents formats. Vous avez fait un format sur, je sais pas moi, pour Instagram, vous voulez le faire pour LinkedIn. Vous avez un contenu écrit, vous voulez en faire 3 vidéos, vous voulez faire plusieurs clips. Ben, ça forcément, l'IA sera un allié technique essentiel. Et ça permettra notamment de créer du contenu à l'échelle, mais de manière intelligente. Donc là, on ne parle pas de clipping, on ne tombe pas dans le slope, on tombe dans un contenu authentique, mais qui a été réutilisé, recyclé. Et du coup, on donne juste vie à un contenu de qualité plus longtemps sous différents formats. Et je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et je crois que nous avons 5 minutes pour des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous donne le micro pour ceux qui ont des questions. Déjà, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question sur justement cette dernière slide là, sur la créativité et l'IA. Je comprends que l'IA, elle va permettre d'industrialiser à grande échelle, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est finalement, par exemple, de l'imagerie générée par IA? Parce que là, on est plus dans le concept de base. Est-ce que c'est authentique? Enfin, je veux comprendre un peu votre posture là-dessus. Ouais, bien sûr. On voit les premières limites en tous les cas, parce que nous, on a d'ailleurs PlayPlay Design, par exemple, dans PlayPlay, hein, qui est un outil qui permet de créer des visuels. En fait, ça se travaille de manière assez fine, dans la mesure où en fait, le résultat de l'imagerie générative générée par une IA sera toujours dépendant de votre input en tant que prompt. Donc ça, c'est un peu la règle sur l'IA de manière générale, mais la qualité du résultat sera toujours dépendante de la qualité du prompt. Donc en fait, ici, c'est presque plus une logique de quel niveau de détail je donne en fait sur mon prompt initial, si je veux créer une image authentique. C'est-à-dire quel contexte je vais donner à mon intelligence artificielle. Est-ce que je donne le contexte de ma marque, mes couleurs, mes polices, les personnes que j'utilise, des visuels de référence, et ensuite quelles consignes je vais donner de manière très précise. C'est sûr que si on écrit un prompt de 2 lignes, on aura une image probablement très peu authentique, très peu travaillée. Par contre, nous, aujourd'hui, quand on veut créer une image de qualité, et d'ailleurs, notre brand designer, par exemple, crée beaucoup d'images avec de l'intelligence artificielle, je ne vous donne pas la taille de son prompt de départ, mais c'est monstrueux en fait. Et ça, on a tendance à le négliger. Donc je dirais qu'on tomberait presque en tout cas dans ce qu'on appelle le prompt engineering, de comment vraiment réfléchir la structure d'un prompt avec toutes les composantes qu'il a pour obtenir un résultat qui soit de qualité. Mais on peut tout à fait obtenir un résultat authentique avec de l'intelligence artificielle sur de la création visuelle, si on a le bon contexte en amont. C'est un peu la question qu'on se pose parce que de ce que j'entends, on peut arriver à des résultats très réalistes, des résultats très identitaires, mais est-ce qu'ils sont vraiment authentiques par rapport à un shoot, à quelque chose qui est la réalité? Nous, on n'a pas tranché là-dessus et c'est presque un vrai cas de conscience qu'on se pose puisqu'on se revendique authentique. Et voilà, c'était un questionnement. Je pense que c'est une super question et honnêtement, j'aurais pas la prétention d'avoir une réponse tranchée. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'on peut aujourd'hui créer en tout cas des éléments authentiques avec de l'intelligence artificielle, mais ça ne peut pas se faire sans un contexte hyper travaillé, notamment des images de référence, des personnes de référence. Si on utilise toujours, encore une fois, les mêmes personnes dans nos visuels, je pense que ça peut pas passer sans ça. Mais je comprends tout à fait le questionnement qu'on rencontre aussi au quotidien, en tous les cas. Merci. Je crois que derrière vous, il y a aussi une question. Bonjour, effectivement, merci pour ces éléments. Vous parlez de contenu authentique. Pour en créer, il faut donc des personnes authentiques. Est-ce que vous avez une méthodologie à nous proposer, ou en tout cas à nous insuffler, pour aller chercher ces personnes authentiques, que ce soit en interne ou éventuellement vis-à-vis de nos clients, quand parfois on a peut-être la peur de se mettre en avant, ou de la vidéo chez certains collabs ou clients, et donc compliqué d'aller les embarquer. Bien sûr, et c'est un très bon sujet. Alors mon premier point, c'est d'abord souvent, je pense qu'on sous-estime la volonté de nos collaborateurs à aller devant la caméra. C'est effectivement intimidant, mais je pense que vous serez tous surpris de voir en fait que les gens, c'est plaisant en fait comme exercice. Ça peut être très plaisant. Alors ça se prépare déjà, mais ensuite c'est très plaisant. Et deuxièmement, je pense que moi le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est d'aller voir des experts. En fait, des gens qui connaissent et qui adorent leur métier. Pourquoi ? Parce que l'expertise, c'est des personnes qui auront de la reconnaissance aussi, avoir en tout cas leur expertise
discuter, détailler, vulgariser. Et donc je donnais mon exemple de la banque qui peut aller voir, je sais pas, quelqu'un qui est expert dans des produits financiers, et en fait ça pourrait s'appliquer sur toutes les industries. Et ça, souvent, ce sont des personnes qui vont prendre beaucoup de plaisir, mais un plaisir sincère en tout cas, à parler en tout cas de ce qu'ils font et à parler de leur métier du quotidien. Et en plus, ça aidera votre marque. Donc ça, c'est vraiment ma méthodologie, c'est de réfléchir quels sont les experts. Même en anglais, il y avait un terme, c'était les subject matter experts. Ce sont en tout cas les gens qui sont des experts dans certaines thématiques et qui résolvent des problèmes au sein de votre entreprise. Et je pense que c'est une méthodologie toute simple, mais qui marche. Et au niveau des clients, 100%. Nous, on essaye de plus en plus d'aller voir nos clients. Les clients si c'est des clients qui ont internalisé votre produit, votre service, c'est des gens qui sont passionnés. Alors, il faut effectivement aller voir aussi les clients, les champions, comme on les appelle, ceux qui nous aiment bien, forcément. Il y a aussi une méthodologie un peu marketing à faire en amont. Mais pareil, je pense qu'on sous-estime profondément la volonté des clients de parler d'un produit. En fait, s'ils sont contents de votre produit ou de votre service, ils en parleront avec sincérité et avec authenticité pour sûr. Bonjour, merci pour votre présentation. Je reviens sur le sujet de l'authenticité, mais cette fois-ci du point de vue de la performance sur les plateformes. Donc, dans quelle mesure ces contenus produits par l'IA pourront être performants, c'est-à-dire convertir, etc., etc. Ça, c'est le premier point. La seconde question que j'aurais, c'est par rapport au B2B. Dans quelle mesure cette approche ou ces recommandations s'appliquent également au B2B? Très bonne question. Pour la première question, j'imagine que vous avez plus une question sur est-ce que vraiment ces contenus peuvent convertir concrètement ? Oui, parce que même en termes de reach, je posais la question dans une autre conférence, mais puisque vous pointez du doigt le sujet de l'authenticité, c'est-à-dire est-ce que nous, ce qu'on constate sur LinkedIn, par exemple, tous les contenus produits ou qui s'appuient sur de l'IA d'une manière ou d'une autre ne performent pas. Un simple, carrousel ou des photos de collaborateurs demandent beaucoup moins d'efforts et performent beaucoup plus et convertissent beaucoup plus. C'est du contenu moins léché, et le contenu, bien sûr, par nos ambassadeurs, qu'il s'agisse des équipes commerciales ou de collaborateurs. Mais dès qu'il s'agit de contenu produit par l'IA ou qu'on essaie de scaler, on n'a pas encore de plateforme, etc., spécifique. C'est contre-productif au final. J'ai l'impression que cette course au volume, elle ne sert pas finalement la conversion ou nos objectifs, même en matière peut-être de notoriété. Ouais, non, mais c'est un très bon point. Et ce que je comprends à titre perso, alors il y a un premier truc où déjà je pense que le reach sur LinkedIn a beaucoup baissé de manière générale, même sur tous les contenus. Je ne sais pas si vous l'avez observé. Et ensuite sur les contenus générés par de l'IA, on rejoint peut-être la première question. Et je ne remets pas du tout en cause la qualité du contenu que vous faites qui est généré par l'IA. Mais par contre, créer du bon contenu, en tout cas avoir un output de qualité sur un contenu visuel, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Franchement, c'est super difficile. Et donc que ces contenus aujourd'hui, que vous n'ayez pas réussi à atteindre peut-être un niveau de qualité satisfaisant qui vous permette d'avoir des conversions, je pense que c'est normal. Enfin, je pense sincèrement qu'aujourd'hui c'est normal. Moi, ça me choque pas du tout. Et je trouve ça même génial que vous vous soyez rendu compte et que du coup vous puissiez continuer à tester vos contenus et à prendre du contenu à créer en tout cas du contenu qui vous demande peut-être même moins d'efforts en prenant en photo vos collaborateurs, etc. Donc moi, ce que je dirais, excusez-moi de vous interrompre, mais je parlais du point de vue des plateformes qui défavorisent la visibilité sur les feeds, justement, de ce type de contenu. Bien sûr. Alors, on est ici, je pense qu'on est un peu sur une zone grise, puisque même Google, récemment, dans sa conférence aussi, a commencé à dire tous les contenus qui seront générés massivement avec de l'IA seront pénalisés. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Je pense qu'on est encore sur les zones grises, puisqu'on est toujours dans ce développement exponentiel, en tout cas, de contenu généré par de l'intelligence artificielle. On sait aujourd'hui qu'effectivement, en tout cas les abus seront pénalisés. Donc on pense à des sites qui créent peut-être que ça, qui créent des centaines et des milliers de pages uniquement avec ça. Donc je dirais zone grise. Je dirais un peu stand-by. Je pense que vous le faites très bien. Peut-être tester des éléments. En tout cas, je pense qu'il faut continuer à le faire. Parce que c'est évident que les algorithmes l'algorithme de LinkedIn a changé, je pense, 10 fois sur les 6 derniers mois. Et c'est que le début, je pense. Donc je pense qu'il faut juste rester vigilant. Et sur votre deuxième question, c'est B2B 100%. Enfin, nous, PlayPlay, on est B2B et je peux vous dire que tous ces conseils-là, on essaie de se les appliquer à nous-mêmes. On dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées, donc parfois on n'est pas aussi les meilleurs. Hein. Franchement, on doit aussi progresser, en tout cas sur plein d'éléments. Mais non, on essaye de s'appliquer ces mêmes recommandations parce que le marketing B2B, pour ceux qui sont dans le B2B,
je pense que vous le voyez maintenant, les codes du B2B sont devenus tellement proches du code du B2C. Il suffit de le voir avec l'influence. Enfin, l'influence qui a été pendant très longtemps un territoire, une chasse gardée un peu du B2C avec les créateurs de contenu. Là, depuis 2 ans, l'influence B2B, c'est délirant en fait, par exemple. Donc on voit bien que tous les codes B2B sont bouleversés et rejoignent à 100% les codes marketing B2C. Donc complètement applicable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être qu'on a dépassé le timing aussi, mais... Ah, dernière question. Merci encore pour votre présentation. Quand vous nous avez parlé du rejet du slop, vous avez donné des datas sur la Gen Z, et quand vous avez parlé du storytelling un peu authentique, vous avez aussi donné l'exemple des jeunes, du pouvoir d'achat des jeunes. Je me demandais si ce rejet du slop et un peu cette recherche d'authenticité, elle se retrouvait autant sur les générations du dessus. Alors aujourd'hui, elle ne se retrouve pas autant sur la génération du dessus. Probablement conscience des changements, le fait de vivre un peu dans le début de cette révolution. Aujourd'hui, non, ça c'est sûr que d'ailleurs dans cette même étude, c'est détaillé. En tout cas, la répartition, en tout cas, j'ai plus en tête tous les chiffres, mais c'est détaillé. Par contre, ce qui est absolument certain, en tout cas ce qui est dit, c'est que ça va malgré tout se généraliser. En tout cas, il ne faut pas se reposer sur le fait que ça ne touche que, entre guillemets, les plus jeunes générations et que ça ne touchera jamais peut-être les générations du dessus. En tout cas, c'est de ce qui est dit en tout cas dans l'étude, c'est que c'est quand même quelque chose qui se généralise, même si ça part de la Gen Z incontestablement. Et ce sont nos consommateurs de demain, donc il faut en prendre soin. Et je crois que on me fait signe que c'était la dernière question. Merci à tous en tout cas pour vos questions et pour votre écoute.